Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à intervenir sur ce thème des choix théoriques et méthodologiques du DSM-5 et surtout dans le contexte de ce colloque qui s'intitule le DSM-5, distributeur subtil de maladies. Alors, le fait est que intervenir sur le DSM-5 en termes de création, d'invention, d'inflation de maladies, c'est assez courant. Mais c'est quand même beaucoup plus rare de l'aborder en termes de subtilité. Et subtilité, ça a au moins trois sens. Dans un premier sens, subtil, c'est quelque chose qui a une grande finesse d'esprit et de l'ingéniosité. Alors le fait est que ce n'est pas spontanément ce qui vient à l'esprit à propos du DSM, qu'on a plutôt tendance à considérer comme un plan comptable que comme une véritablement fine analyse de l'esprit humain, mais tout de même, le fait est que le DSM a apporté un certain type de solution à des problèmes assez graves que la psychiatrie rencontrait il y a une trentaine d'années. Et si on considère le succès planétaire de la démarche, on peut considérer qu'il y a quand même eu une certaine ingéniosité, alors laquelle, c'est ce que je vais essayer d'aborder. Dans un deuxième sens, subtil, c'est aussi ce qui est difficile à comprendre du fait de son caractère ténu, délicat. Alors apparemment, ça ne devrait pas non plus s'appliquer au DSM, et en particulier pas au DSM-5, et même au contraire, parce que les rédacteurs des DSM ont mis au cœur de leur projet la lisibilité, l'absence d'ambiguïté, la systématicité, la reproductibilité, et tout ceci pour favoriser un concept absolument majeur qui est la fiabilité, reliability en anglais. Et c'est-à-dire, on va le voir, la fiabilité, c'est essentiellement l'accord interpersonnel et donc normalement la facilité de compréhension. Pour autant, le fait est que quand on lit des choses sur le DSM, on peut lire absolument toute chose et son contraire. Et quand on participe à des groupes de travail qui cherchent à utiliser le DSM, je pense par exemple au groupe de travail sur les recommandations de bonnes pratiques à la Haute Autorité de Santé, on constate qu'il y a peu d'accords visibles, ni même éventuellement possibles, sur les bons usages du DSM. Et sans doute que Louis Tandonnet, qui interviendra cet après-midi, nous en dira plus à ce sujet. Et dans un troisième sens, subtil, dans un usage un peu plus soutenu et un peu vieilli, c'est, dixit le dictionnaire, le caractère d'une substance d'une fluidité extrême capable de s'insérer partout. Et on trouve même un usage théologique selon lequel la subtilité, c'est la qualité du corps glorieux lui permettant de pénétrer à volonté la réalité matérielle. De fait, toute cette série de nosographies qu'on voit depuis le DSM-3 et dont on discute aujourd'hui la 5e édition, cette nosographie s'est imposée dans le monde entier au point d'écraser toutes les approches concurrentes et d'orienter l'immense majorité des travaux de recherche en psychiatrie et étendant même son influence au-delà de la psychiatrie, dans l'ensemble du champ de la santé mentale et de la santé publique, et jusque chez les patients et leurs proches. Et donc, de fait, à l'instar du corps glorieux, donc, le DSM a l'air d'être capable de pénétrer au moins la réalité sociale, et peut-être même la réalité matérielle, puisqu'il semblerait que les avancées de l'imagerie cérébrale nous offrent la possibilité de voir directement dans le cerveau les catégories du DSM. Alors, par quel canal est-ce que cette subtilité se diffuse, c'est ce qu'on va voir. Alors, la question du colloque, c'est le DSM-5, distributeur subtil de maladies. Alors, cette idée, je l'ai déjà dit, que le DSM inventerait des maladies, étendrait en permanence les frontières du normal et du pathologique, en annexant des territoires de plus en plus grands de la vie humaine normale, et tout ça pour le plus grand bien de l'industrie pharmaceutique et du contrôle social, et au plus grand détriment des patients et de la population. Cette idée, elle est très répandue. Je ne vais pas poursuivre dans cette voie. D'une part, parce qu'elle est très répandue, et elle a déjà été très explorée, et qu'il y a beaucoup de travaux qui ont abordé cette question, mais aussi et surtout parce que, quelle que soit la validité de cet argument, ça a un peu tendance à agir quand même comme une sorte de miroir aux alouettes, un peu un chiffon rouge, qui, en nous focalisant à l'excès sur la critique nécessaire, bien sûr, de l'influence des laboratoires pharmaceutiques, ça nous empêcherait quand même d'accéder à ce qui, justement, plus subtilement se diffuse, qu'on voit beaucoup moins, et qui pourtant est, à mon avis, largement plus opérant que la seule puissance marketing des industriels. Et si le DSM distribue bien quelque chose, c'est aussi autre chose et bien davantage que des maladies.
Alors, ce que ça diffuse, justement, c'est ce que je vais essayer de voir en examinant les choix théoriques et méthodologiques du DSM-5 et en regardant ce que les choix initialement nosographiques et au mieux épistémologiques emportent avec eux de choix également scientifiques, organisationnels, sociologiques et anthropologiques. Alors d'abord, pour commencer, il faut quand même regarder s'il y a vraiment quelque chose de spécifique au DSM-5 en ce qui concerne ces choix théoriques et méthodologiques, ou bien s'il est possible de considérer l'ensemble des trois versions depuis le DSM-3. Alors, en regardant l'introduction du DSM-5, on en apprend un peu plus. C'est-à-dire que cette introduction, dans son premier paragraphe, elle s'ouvre sur la même chose que ce qu'on voyait déjà dans le DSM-4, à savoir qu'il s'agit de fournir un guide utile aux cliniciens. Donc c'est pour les cliniciens, ce manuel, et donc c'est pas seulement pour les épidémiologistes ou les administratifs ou les fonctionnaires de l'organisation des soins ou pour coder les diagnostics dans le PMSI à l'hôpital. C'est vraiment destiné à être utilisé concrètement dans la pratique avec les patients. Nonobstant, ce qu'on voit dans le deuxième paragraphe de l'introduction, c'est que tout de suite, ce qui revient, c'est la santé publique, ce sont les questions de planification de l'offre de soins, d'identification des patients pour la recherche, de documenter des informations importantes de santé publique, telles que morbidité et mortalité, et guider les recommandations de bonnes pratiques. Et pour cela, dit l'introduction, des diagnostics fiables sont essentiels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic fiable ? La fiabilité, ou fidélité, reliability en anglais, d'un outil diagnostique, c'est un peu comme la fiabilité d'un instrument de mesure, c'est-à-dire sa capacité à mesurer toujours le même résultat lorsqu'il mesure la même chose. Et la dite même chose, pour un thermomètre, c'est la température, pour une balance, le poids, pour un télémètre laser, c'est la distance, et pour un diagnostic de trouble mental, c'est un trouble mental. Ce qui suppose donc qu'à l'instar du poids et de la distance, on aurait une sorte d'entité réelle dans le monde qui serait un trouble mental et qui serait donc la dénotation dans le monde d'un label qu'on obtiendrait par une procédure diagnostique. Et si tel était le cas, on aurait non seulement un diagnostic fiable, mais aussi un diagnostic valide. Mais ce qu'admet immédiatement l'introduction du DSM-5 dans son troisième paragraphe, c'est que, je cite, « Bien que le DSM soit devenu la pierre angulaire des progrès substantiels obtenus dans la fiabilité, la science sur laquelle il a été fondé n'était pas suffisamment mature pour fournir des diagnostics pleinement valides, c'est-à-dire des validations cohérentes, fortes et objectives des troubles du DSM. » C'est donc l'introduction même du DSM-5 qui le dit. Il faut le croire, alors. Mais la dite science a évolué et pour que, donc je cite à nouveau, le DSM demeure la pierre de touche de la classification des troubles mentaux, il doit évoluer dans le contexte des autres recherches entreprises dans le champ, mais quand même pas trop. Parce que, je cite à nouveau, les résultats spéculatifs n'ont rien à faire dans une nosographie officielle et trouver le juste équilibre est critique. Alors le juste équilibre trouvé, il est décrit quelques lignes plus loin. Il va s'agir d'introduire dans le DSM-5 une approche dimensionnelle qui, je cite, inclurait des dimensions qui traversent les frontières des catégories actuelles, ce qui devrait permettre une description plus précise des présentations des patients et d'accroître la validité du diagnostic, c'est-à-dire le degré selon lequel les critères diagnostiques reflètent la manifestation visible d'un trouble psychopathologique sous-jacent. À nouveau, comme dans les versions précédentes, c'est par l'amélioration de la fiabilité et de la précision de la description qu'on est supposé accéder de surcroît à la validité. Le fait est que c'est de bonnes méthodes, apparemment a priori, puisque la fiabilité, c'est un prérequis de l'accès à la validité. Par exemple, si on n'a pas de définition opérationnelle et d'instruments de mesure fiables de la pression P, du volume V et de la température T, eh bien, on ne peut pas établir la loi de Boyle-Mariotte, dont vous voyez ici quelques visualisations graphiques. La loi de Boyle-Mariotte, XVIIe siècle, qui établit qu'à température constante, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume, ce qui établit une loi physique valide qui met en relation des entités réelles du monde matériel que dénotent V, P et T. Alors le problème, c'est que dans le DSM, avec le DSM, on va voir que
La difficulté, ça va être l'usage qui va être fait de ce prérequis de la fiabilité au détriment de la validité. Alors, pour en revenir d'abord au juste équilibre entre conservatisme et innovation dans le DSM-5, bien qu'il soit donc admis dans l'introduction même que le degré selon lequel les critères diagnostiques reflètent la manifestation visible d'un trouble psychopathologique sous-jacent n'est pas satisfaisant, c'est quand même une logique de toujours plus de la même chose qui va être poursuivie, et très loin de la révolution qui avait été annoncée et qui était pour certains très attendue. En gros, les modifications majeures, je dis bien majeures, conceptuellement majeures, parce qu'il y a plein de modifications qui peuvent avoir des conséquences majeures, mais qui ne sont pas conceptuellement majeures. Les modifications conceptuellement majeures, en gros, c'est l'adjonction d'une section 3 qui fait 14 pages sur les 1000 que compte le DSM-5. Et cette section 3, elle est intitulée « Emerging Measures and Models », et ça comprend des outils dimensionnels qui sont présentés dans la partie qui concerne l'utilisation des manuels, dans une section qui est intitulée « Looking to the Future ». Donc c'est vous dire l'actualité de ces modifications. Et en gros, dans ces nouveaux outils, il y a quelque chose qui s'appelle le WUDAS. Le WUDAS, c'est le Disability Assessment Schedule de l'OMS. En gros, ça remplace ce qui était l'échelle globale de fonctionnement dans le DSM-4. Et par ailleurs, il y a une mesure dimensionnelle de ce qu'ils appellent les cross-cutting symptoms, symptômes qui traversent les frontières des catégories, qui repose sur un questionnaire de 23 questions qui couvrent 13 domaines, dont le DSM dit qu'ils sont importants dans tous les diagnostics psychiatriques, et ces 13 domaines, ce sont dépression, colère, manie, anxiété, symptômes somatiques, idéation suicidaire, psychose, problèmes de sommeil, mémoire, pensée et comportements répétitifs, dissociation, fonctionnement de la personnalité et utilisation de substances. Donc vous voyez le niveau de la révolution conceptuelle qui est opérée. Donc pour le reste, il n'y a rien qui a vraiment changé des fondamentaux des versions précédentes du DSM. Donc on peut s'appuyer sur l'ensemble des versions pour analyser les choix méthodologiques et théoriques du DSM. Alors c'est quoi les fondamentaux du DSM ? Alors le dispositif DSM, c'est-à-dire le DSM, le manuel plus tout ce qui va autour, ça a réussi 2 grandes performances, entre autres, mais 2 grandes surtout. La première performance, ça a été d'inscrire la nosologie psychiatrique qui était antérieurement au DSM-3 plutôt inspirée par un paradigme psychanalytique et par des notions de réaction aux stresseurs environnementaux, de l'inscrire dans une épistémologie néo-positiviste, et je vais y revenir, et de tirer de ce mouvement une nosographie totale, qui est devenue donc le DSM. Et la deuxième performance, ça a été d'imposer cette nosographie, donc l'ouvrage, comme le socle épistémique de toute la nosologie, donc la science des troubles psychiatriques, scientifiques, officiels, ultérieurs. Et donc en gros, ce qui était la conséquence d'une axiomatique, le DSM, et donc un résultat qui était soumis à réfutation, du fait de l'accessibilité à une sorte de position axiomatique, ça lui a donné un statut paradigmatique et ça le fait échapper à toute procédure d'examen autre que philosophique. Et c'est pour ça que je vais faire pas mal d'épistémologie dans cette intervention. Alors sur la première performance d'abord. Donc le néopositivisme, ce qu'on appelle généralement le néopositivisme, c'est un mouvement philosophique du début du XXe, classiquement rattaché à un groupe d'auteurs viennois, parmi lesquels Frege, Russell, le premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, Schlick, Carnap et Hempel surtout, mais Hempel qui va émigrer aux États-Unis où son influence va être majeure, on va le voir. Alors l'école, ou disons plutôt la position néopositiviste, elle se caractérise par son orientation extrêmement anti-métaphysique et par un accent très fort mis sur la séparation nette qui doit être instaurée entre les énoncés scientifiques d'une part et les énoncés non scientifiques d'autre part. Et les énoncés scientifiques, dans cette approche, sont des propositions formelles qui sont exprimées dans le langage de la logique et des mathématiques, et les dénotations de ces propositions formelles, c'est-à-dire les faits réels dans le monde, entre guillemets, doivent être calculées par des procédures opérationnelles qui vont produire des données vérifiables, d'où le terme qu'on utilise généralement, qui à mon avis est même meilleur d'ailleurs, l'empirisme logique, plutôt que néopositivisme. Et ce que disait Schlick, c'est que le sens d'une proposition, c'est sa méthode de vérification. Alors il se trouve que les théories et les entités théoriques intermédiaires ne sont pas des entités observables. Donc il va falloir, par des opérations qui sont logiquement correctement fondées, les construire
de façon ascendante à partir des unités observables de base. Donc dans cette approche, la construction du savoir, elle est inductive. Et donc toute connaissance scientifique va être fondée sur des inférences logiques qui reposent in fine sur des sortes de propositions atomiques, des atomes, des briques élémentaires qui correspondent à des faits observables. Et on va distinguer nettement le niveau des faits observables du niveau des théories qui sont construites par-dessus. Alors, les historiens de la psychiatrie font jouer à Carl Gustav Hempel un rôle très important dans la diffusion du néopositivisme et de l'opérationnalisme, qui est issu en particulier des sciences physiques, vers la psychiatrie. Et en effet, Hempel avait présenté en 1959 à l'American Psychopathological Association une discussion des logiques classificatoires qu'il serait bon d'adopter en psychiatrie. Et dedans, il se réfère très explicitement à un ouvrage de physique de 1927. Alors, le problème, c'est que dans cette intervention de Hempel et dans la suite de ce qui va être fait pour le DSM, cette référence à la physique et à la rigueur de ces définitions opérationnelles, elle est essentiellement incantatoire ou en vérité purement rhétorique, dans la mesure où Hempel va tout de suite préciser qu'en clinique psychiatrique, il ne faut pas être trop exigeant sur la définition opérationnelle des symptômes. Et en particulier, on ne doit pas exiger le recours à l'instrumentation et à la manipulation des objets considérés. Il dit « La notion d'opération doit être prise dans un sens très large et la simple observation d'un objet doit pouvoir être considérée comme une opération. » Et une citation plus large de la conférence de Hempel, dont j'emprunte la traduction à la thèse de Steve de Mazeux, qui est là et qui interviendra cet après-midi, montre les racines de l'erreur de raisonnement qui va vicier toute la conception initiale du DSM. Hempel dit « Toute référence à des opérations d'un caractère hautement subjectif ou introspectif empêche de remplir les exigences requises dans la formation de concepts scientifiques. » Donc on peut admettre ça, en tout cas dans une conception nomologique de la science qui est celle du néopositivisme, on peut l'admettre ou au moins le comprendre, mais Hempel ajoute immédiatement « Les critères opérationnels d'application pour des termes psychologiques sont habituellement formulés en référence à des aspects publiquement observables du comportement qu'un sujet montre en réponse à une situation ou un stimulus spécifique publiquement observable. » Et il conclut « Cela me semble être la manière la plus satisfaisante de remplir les attentes en termes d'objectivité scientifique. » Et par ailleurs, il précise qu'on ne peut même pas exiger une définition opérationnelle de tous les termes utilisés parce qu'il y aurait comme ça une régression infinie dans la définition, et il faut donc poser certains termes comme directement compréhensibles, axiomatiques, et en l'occurrence, ça va être les comportements directement observables qui vont constituer les briques de base des entités théoriques du niveau du dessus, entités diagnostiques. Et donc c'est là qu'il y a cette espèce de tour de passe-passe qui a des conséquences majeures, qui est que finalement la simple observation de sens commun, c'est-à-dire une observation qui est collectivement partagée, ça veut dire socialement construite, ça veut dire chargée de théorie, ça veut dire chargée de valeurs, theory laden, value laden, pour employer les termes de la sociologie des sciences contemporaines. Et bien, cette simple observation de sens commun va prendre la place de ce qui est supposé et prétendu être une définition opérationnelle de fait naturel au sens quasiment de la physique mécaniste préquantique, tout en continuant à se réclamer d'un opérationnalisme rigoureux. Alors là, je parle beaucoup de Hempel, il faut quand même relativiser, l'influence de Hempel est sans doute décisive, mais elle n'est pas unique. Et il faut davantage considérer ça comme la représentation d'un air du temps de l'époque en psychiatrie, de l'harmonie, du charme intrinsèque d'un style de pensée, pour reprendre la citation que fait à nouveau Steve de Mazeux du médecin épistémologue Ludwig Fleck, qui fait que finalement les néo-crépliniens du DSM vont mettre en œuvre assez spontanément les idées qui étaient contenues dans l'intervention de Hempel. Alors pour tout ça, je vous renvoie à l'ouvrage de Steve, je te fais beaucoup de pub finalement Steve, qui est l'ouvrage excellent qui s'appelle « Qu'est-ce que le DSM ? Genèse et transformation de la Bible américaine de la psychiatrie » aux éditions Ithac. Alors je reviens aux entités diagnostiques du DSM. Alors, pour produire ces entités diagnostiques,
il va falloir fournir des procédures opérationnelles qui vont permettre de les construire normalement à partir des briques de base que sont les observations élémentaires, dont la validité est supposée être obtenue par l'accord intersubjectif des observateurs. Alors, puisque la classification se veut inscrite dans un paradigme scientifique matérialiste, on s'attendrait à ce qu'on monte comme ça les construits théoriques de façon progressive, en remontant les chaînes causales depuis les plus bas niveaux vers des manifestations phénoménales de plus haut niveau, en garantissant à chaque étape qu'on est bien en train de découper la nature à ses articulations, pour reprendre la formule consacrée. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va être proposé. Ce que propose Hempel, c'est une sorte de solution statistico-pragmatique, c'est-à-dire il va distinguer non pas les classifications qui sont vraies de celles qui sont fausses, mais celles qui sont, je cite, scientifiquement fructueuses de celles qui ne le sont pas. Et il dit les classifications scientifiquement fructueuses, dans celles-ci, les éléments qui servent de critères d'appartenance à une classe donnée sont associés universellement ou avec une forte probabilité avec des regroupements plus ou moins importants d'autres caractéristiques. C'est quelque chose qui nous rappelle un peu une logique à la Quetelet, Quetelet avec sa définition de l'homme normal, homme normal dont on ne connaît pas l'essence, mais à laquelle on pourrait accéder par des variations aléatoires autour de la moyenne qui dessineraient comme ça les contours qui seraient au milieu de l'homme normal. Donc là, pour le DSM, on a une maladie psychiatrique, égale X, dont on décide par principe de ne rien savoir, puisqu'on est athéorique, mais qu'on suppose quand même être un fait de nature, et dont on va observer des supposées régularités phénoménales qui sont organisées autour des variations aléatoires dans des patterns de co-occurrence d'un certain nombre de caractéristiques descriptives élémentaires qui sont censées couvrir l'ensemble de ce qu'on peut observer. Et c'est finalement cette logique de pensée que vont endosser Spitzer et ses collaborateurs, donc dans le DSM-3, et qui va mener aux définitions opérationnelles des symptômes élémentaires du DSM et plus haut aux définitions polythétiques des troubles du DSM qui sont censés représenter le niveau théorique immédiatement supérieur. Donc, dans le DSM, à partir du 3, les définitions sont polythétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une définition polythétique? En l'occurrence, dans le DSM, c'est 2 sections. Une section qui comprend les symptômes obligatoires, qui constitue en quelque sorte le noyau du trouble, et puis une section qui comprend une liste de symptômes dont aucun n'est obligatoire, mais dont un certain nombre doivent être présents. Par exemple, au moins 5 sur 9 pour l'épisode dépressif majeur, pour que le trouble puisse être considéré comme constitué. Et en fait, la flexibilité de cette définition polythétique, c'est ça qui permet au mieux de concilier hypothèse naturaliste d'une essence du trouble mental et variabilité statistique de son expression phénoménale. Donc ça, c'était la première performance du DSM, c'est-à-dire d'avoir fait le choix du néopositivisme et de l'opérationnalisme, d'un pragmatisme, on va dire, statistiquement informé, le tout en dégradant la rigueur méthodologique qu'impliquaient normalement ces choix épistémologiques exigeants, jusqu'au point où finalement le fait que, en gros, plusieurs personnes soient d'accord entre elles pour voir la même chose finissent par valoir pour une opération scientifique rigoureuse, et d'avoir imposé le package comme étalon or de la psychopathologie dans le monde entier. Donc félicitations quand même, parce que c'était pas gagné. Alors, ça c'était la première performance. Alors, toujours dans l'introduction du DSM-5, page 10, on trouve la phrase suivante « L'utilisation des critères du DSM a la vertu majeure de créer un langage commun entre cliniciens à propos des diagnostics de troubles. » Langage commun entre cliniciens. Et en fait, c'est là que va être la deuxième performance du DSM, c'est d'avoir réussir à se constituer comme socle épistémique de toute la nosologie psychiatrique scientifique officielle, et ce, en définissant et en imposant la novlangue qui oblige désormais à tout ce qui se dit sur la santé mentale doivent se dire en DSMien. Je dis bien doivent se dire, c'est-à-dire qu'il y a une dimension normative, parce que, comme vous l'avez dit, empiriquement, en tout cas en France, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il y a une dimension normative et qui va passer par le fait que le DSM, finalement, est utilisé dans toutes les publications scientifiques. Alors, cette fonction d'interlangue,
elle ne se limite pas aux cliniciens. Pourquoi? Parce que dans l'actuelle extension des logiques de l'evidence-based medicine à la médecine mentale, ce que je vais appeler evidence-based mental medicine, EBMM, l'idiome DSM s'impose comme trame de la langue que doivent utiliser épidémiologistes, évaluateurs de l'efficacité des interventions, rédacteurs de recommandations de bonnes pratiques, concepteurs de formation initiale et permanente, organismes d'éducation à la santé, labos pharmaceutiques, organismes de santé publique, gestionnaires des finances de la santé et de l'organisation des soins, praticiens, patients, proches de patients, et finalement l'ensemble de la société, tout ça pour communiquer entre eux à propos des troubles mentaux et de la santé mentale. Donc il y a une nécessité d'homogénéisation du langage et de disposer d'une interlangue pour faire parler tous ces acteurs entre eux. Et donc c'est là que j'en viens aux autres choix qu'emportent donc les choix nosographico-épistémologiques qui ont été opérés dans le DSM 3, 4 et 5. Parce que l'evidence-based mental medicine, dont je viens de dire que l'idiome du DSM constituait la langue vernaculaire, le BMM c'est une sorte de label commode pour désigner en fait un dispositif mondialisé, complexe, très complexe, qui articule en une structure qui est dotée d'une forte cohérence interne, un ensemble de plusieurs choses, un ensemble de catégories d'entendement, d'axiomes, de règles d'inférence, de manières de raisonner, des procédures de véridiction, des méthodes, des outils, des objectifs, des normes, des valeurs, des personnes, des institutions, tout ça devant fonctionner ensemble pour produire ce pourquoi l'evidence-based medicine est utilisée. Et ce pourquoi l'EBM est utilisé, y compris en santé mentale, c'est avant tout pour produire des comparaisons d'évaluation d'efficacité des thérapeutiques. Alors le fait est que, quand même, quoi qu'on en dise, l'efficacité thérapeutique, c'est ce qui motive quand même les thérapeutes et les patients. Donc on voit mal quel serait a priori le problème avec ça. Le problème, c'est que dans le dispositif méthodologique de l'EBMM, qui va s'appuyer sur les définitions polythétiques du DSM, on ne va pas tellement s'intéresser à ce qui est efficace en soi. On va s'intéresser à ce qui est plus efficace qu'autre chose qu'on connaît déjà. Pourquoi? Parce que quand on n'a aucune théorie causale ou étiologique du problème qu'on cherche à résoudre, ce qui est le cas du DSM, puisque par définition, il se positionne comme athéorique et strictement descriptif, en gros, quand on n'a pas de théorie causale, on est réduit à tester des solutions les unes contre les autres pour savoir laquelle marche le mieux, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et par ailleurs, en l'absence de modèle causal, le dispositif méthodologique qui est le plus utilisé, c'est l'essai contrôlé randomisé. L'essai contrôlé randomisé, dont tout le monde connaît le principe général, c'est un dispositif dans lequel on va comparer l'efficacité moyenne d'une intervention, un traitement par exemple, dans un groupe de sujets à l'efficacité moyenne d'une intervention dans un autre groupe de sujets. D'un côté on met le traitement, de l'autre côté on met une intervention contrôle, généralement dite placebo, et on distribue les sujets aléatoirement pour éviter tout biais de distribution. On utilise quelques petites procédures statistiques pour vérifier qu'il y a bien une différence statistiquement significative des moyennes et que ce n'est pas dû au hasard, ce qui est conceptuellement assez simple, même si techniquement ça peut être assez compliqué. Et donc, dans la littérature scientifique sur les thérapeutiques en santé mentale, vous trouvez des milliers, littéralement des milliers d'essais contrôlés randomisés qui comparent 2 à 2 des interventions ou 3 à 3 avec un bras placebo. Et puis ensuite des méta-analyses qui agrègent statistiquement tout ça pour augmenter la significativité statistique. Et tout ça, ça nous permet de connaître avec une certaine précision statistique les tailles d'effets des interventions comparées les unes aux autres. Et ces tailles d'effets, souvent, on les exprime par des différences de moyenne, et pour pouvoir les comparer entre elles, souvent on les exprime sous la forme d'un indicateur qu'on appelle le D de Cohen. Qu'est-ce que c'est le D de Cohen? C'est la différence des moyennes dans les deux groupes rapportée à la dispersion de la distribution. Donc, en gros, c'est un pourcentage de dispersion, ce qui nous permet de comparer les interventions entre elles, même si elles portent sur des choses absolument différentes. Parce qu'en fait, on compare la capacité de l'intervention à décaler la moyenne d'une certaine proportion. Donc là, le petit d au milieu, c'est l'efficacité thérapeutique telle qu'elle est obtenue dans les essais contrôlés randomisés. Et à gauche, vous avez la définition donc, du d de Cohen, différence standardisée des moyennes. Donc ok, on fait ça, mais à nouveau, c'est quoi le problème? Parce que finalement, c'est de la science.
en science, c'est mieux d'avoir des données que pas de données. Et après tout, ces procédures sont assez rigoureuses, sont même pour certaines très rigoureuses. Et si on intègre tout le dispositif, il n'y a pas de problème, ça sort des données scientifiques. Alors le problème, c'est que ces données, justement, ne sont pas destinées au seul champ scientifique. Ce que je vous rappelle ce que disait l'introduction du DSM-5, c'est que c'est un manuel destiné à être utilisé dans la pratique par les cliniciens. Et il s'agit donc bien que ces résultats qui sont obtenus par des comparaisons de moyennes sur des groupes de sujets caractérisés par le fait qu'ils présentent un même diagnostic DSM, ces résultats vont être utilisés directement pour déterminer la thérapeutique à mettre en place pour tout patient singulier qui présenterait le même diagnostic. Ça veut dire qu'on va considérer le patient individuel comme un cas d'espèce, une sorte d'instanciation du cas générique des études, et vont être identiques deux patients qui ont le même diagnostic DSM. Alors, comme il se trouve que la médecine est une pratique socialement régulée, et comme il se trouve que, selon le DSM, les troubles mentaux relèvent de la médecine, des institutions sociales vont s'assurer que la pratique est bien conforme à la science. Alors, typiquement, la Haute Autorité de Santé en France, c'est un exemple de ce type d'institution de régulation qui va produire des recommandations de bonnes pratiques qui vont être rédigées par des groupes d'experts, qui vont synthétiser la littérature evidence-based et donc DSM-based, qui est disponible pour produire des protocoles thérapeutiques auxquels doivent se soumettre les praticiens, mais aussi le dispositif de formation initiale, de formation continue et d'évaluation des pratiques professionnelles qui va assurer cette translation permanente de la science dans la conformation des pratiques. Alors on pourrait objecter que l'EBM, ce n'est pas seulement les données de la science. Et en effet, selon les termes de David Sackett, qui était l'un des fondateurs de l'approche, normalement, c'est un trépied, c'est la science, l'expérience clinique du praticien et les valeurs du patient. C'est très vrai, et c'est même tellement vrai que tout ceci a été formalisé mathématiquement, et je vais vous donner donc un exemple de formalisation mathématique d'application des données scientifiques aux patients individuels. Ça s'appelle la probabilité relative de bénéficier ou de pâtir, et vous trouvez ça dans tout bon manuel d'EBM. Alors, qu'est-ce que c'est la probabilité relative de bénéficier ou de pâtir, donc PRBP? C'est une probabilité qui vise à estimer, sur la base des études dont je viens de parler, qui fournissent des estimations probabilistes d'une efficacité supposée d'un traitement, la PRBP, ça va estimer les chances qu'a un patient spécifique de bénéficier d'un traitement plutôt que d'en pâtir. Alors encore, c'est plutôt une bonne idée normalement. Alors, le principe est simple, et il est en 3 temps. On a un patient qui a un trouble mental, on a une liste de thérapeutiques qu'on a dans la littérature scientifique, et on voudrait choisir celle qui est la plus efficace pour ce patient. Dans un premier temps, on va calculer la PRBP générique. C'est quoi la PRBP générique? C'est celle qu'on trouve dans les études. C'est le ratio de la réduction absolue des risques de présenter la pathologie ciblée, une dépression par exemple, rapportée à l'augmentation absolue des risques de présenter les effets indésirables associés au traitement. Ensuite, cette PRBP générique, on va la raffiner pour le type de patient concerné qu'on a en face de nous. Et on va obtenir ça en ajoutant les facteurs de risque spécifiques du patient qui sont susceptibles de modifier l'impact du traitement. Et normalement, ces facteurs spécifiques, on les obtient dans les études épidémiologiques ou, à défaut, avec l'expérience clinique du praticien. Et dans un troisième temps, on va tenir compte des valeurs du patient en lui demandant de chiffrer la valeur qu'il associe aux effets bénéfiques du traitement, d'une part, et aux effets indésirables du traitement, d'autre part, sur une échelle de 0 qui est la pire santé à 1 qui est la meilleure santé. On intègre tout ça, ça nous donne un chiffre. Ce chiffre est associé à chaque traitement pour ce patient particulier et on prend le traitement qui a la meilleure PRBP. Pour faire ça, vous n'avez même pas besoin d'un humain. À partir du moment où vous avez un diagnostic DSM, vous avez la possibilité d'automatiser complètement ce processus à partir des données de la littérature scientifique. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce qu'on voit, c'est que la supposée singularisation des résultats scientifiques aux patients, c'est une application descendante qui se comprend comme un ordonnancement des efficacités inter-intervention, c'est-à-dire au sein de la liste des interventions qui sont susceptibles de s'intégrer dans le paradigme théorique et méthodologique utilisé. Ce n'est pas en référence à la solution apportée au problème ciblé en tant que tel, c'est les interventions entre elles.
Donc du coup, on voit l'importance critique des catégories et des méthodologies qui servent à définir l'efficacité des traitements, parce que l'efficacité, c'est l'efficacité sur ces catégories. Et donc les catégories qu'on mobilise dans le calcul de l'efficacité, donc ici les catégories du DSM, ça va être des sortes de briques de construction de ce qu'on pourrait appeler un homo DSMus, c'est-à-dire un être humain pensé à l'aune du DSM. Mais pour que ça fonctionne, il faut avoir une relation praticien-patient qui est inscrite dans un cadre et qui est un cadre EBM-DSM. Pourquoi ? Parce que le cadre, c'est ça qui définit la relation thérapeutique, ça définit la structure de la relation, ça définit la grammaire relationnelle, ça définit les rôles, le rôle de patient, le rôle de praticien, ce qu'on a le droit de faire, ce à quoi on s'attend que chacun fasse. Et comme le disait Marcel Mauss, le sociologue en 1934, « je m'attends », c'est la base de toute relation sociale. Il disait « ce à quoi au fond nous arrivons, c'est à l'importance de la notion d'attente, d'escompte de l'avenir, qui est précisément l'une des formes de la pensée collective. Nous sommes entre nous en société pour nous attendre à tel ou tel résultat. C'est cela la forme essentielle de la communauté. Les expressions contrainte, force, autorité, nous avons pu les utiliser, elles ont leur valeur. Mais cette notion d'attente collective est, à mon avis, l'une des notions fondamentales sur lesquelles nous devons travailler, disait Mauss. Je ne connais pas d'autres notions génératrices de droit et d'économie. Je m'attends, c'est la définition même de tout acte de nature collective. Donc, pour que ces rôles qui sont définis par le cadre et qui sont sociaux puissent être adoptés par les personnes physiques que sont par exemple le praticien et le patient, il va falloir les socialiser, il va falloir les éduquer à adopter ces rôles. Cette éducation, pour les praticiens, on va la trouver lorsqu'ils passent à l'université, à la faculté de médecine, mais aussi par l'évaluation des pratiques professionnelles, le développement professionnel continu, les recommandations de bonnes pratiques de l'AHS, etc. Mais il faut aussi socialiser les patients. Et ça, on va le faire en créant des institutions de santé publique dont c'est la mission. L'INPES, par exemple, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, a pour charge d'éduquer la population sur la bonne manière de concevoir sa santé, dont sa santé mentale. Je vous revois à la campagne dépression nationale sur la dépression menée par l'INPES en 2007. Donc, il y a tout un dispositif qui se met en place pour socialiser patients et praticiens à l'utilisation des catégories du DSM. Et c'est seulement si on a réussi cette socialisation EBM qu'on va pouvoir mettre en place tout ce dont je viens de parler. Et c'est seulement aussi si on a une langue disponible pour parler dans cette relation DSMisée qu'on va pouvoir le mettre en place. Or, il se trouve que cette langue qui est celle de l'EBMM et qui est celle du DSM, elle a donc la caractéristique d'être issue du paradigme néopositiviste dont je parlais plus tôt. Et comme elle est issue du paradigme néopositiviste, ça en fait une langue dont les énoncés sont nécessairement acontextuels, asitués et sont réduits à des ensembles de propositions élémentaires, non articulées les unes aux autres, et ce en raison des choix épistémologiques qui sont ceux du néopositivisme. Il n'y a rien de surprenant à ça. D'une certaine manière, quand vous prenez la définition d'un langage scientifique, c'est un peu ça. Mais en tant que langue humaine, c'est-à-dire langue qui doit être utilisée pour faire parler des gens entre eux dans une relation thérapeutique, par exemple, il s'agit clairement d'une novlangue, au sens que lui avait donné Orwell dans 1984. C'est quoi une novlangue ? C'est une langue dans laquelle certaines notions ont été rendues impensables par la suppression des termes qui permettent de les dire. Alors, c'est quoi qui serait ainsi rendu impensable ? Alors, pour comprendre ça, il faut regarder les choix anthropologiques qui sont impliqués par les choix nosographiques, épistémologiques, méthodologiques et sociologiques du DSM que j'ai présenté jusque-là. Alors, pour ça, voilà. J'ai fait un pari avec des collègues, je leur ai dit, si je place un vélo dans une conférence sur le DSM, vous me payez des vacances aux Seychelles. Donc voilà, j'ai gagné. Donc voilà, merci. Donc voilà un vélo. Et voici un tas de pièces. Donc un tas de pièces qu'on pourrait considérer être un vélo. Mais ce n'est pas un vélo, parce que ce qui fait le vélo, c'est l'agencement spécifique des pièces qui lui permet d'instancier ce vélo
l'essence, entre guillemets, d'un vélo, telle qu'elle est spécifiée par un plan, et qui va lui permettre de remplir la fonction pour laquelle il a été conçu. Et voici maintenant une dépression. Vous voyez votre épouse de temps en temps? Je la voyais, je la vois plus maintenant. Vous ne la voyez plus, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous, en fait? Je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi? Elle est partie? Oui, elle est partie après 30 ans. Pourquoi elle est partie? Il y a eu quelqu'un d'autre? On peut pas... j'ai du mal à m'exprimer puisque j'ai pas... Mais je pense pas avoir fait mal. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Ouais. Je l'ai beaucoup aimé puisque je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Mais elle est partie avec quelqu'un d'autre? Non, je crois pas. Non, elle vit toute seule, oui. Non. Elle est partie parce que vous ne voyez peut-être pas assez, vous êtes trop dominant. Non, c'est vrai que mon changement de travail avait fait que je travaillais beaucoup, oui. Que j'étais peut-être pas facile. J'avais besoin de dormir en arrivant. Hein. Oui, bien sûr. Vous voyez votre épouse de temps en temps? Je la voyais, je la vois plus maintenant. Vous ne la voyez plus. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous, en fait? Je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi? Elle est partie? Oui, elle est partie après 30 ans. Pourquoi elle est partie? Il y a eu quelqu'un d'autre? On peut pas... j'ai du mal à m'exprimer puisque j'ai pas... Mais je pense pas avoir fait mal. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup. Oui. Je l'ai beaucoup aimé puisque la preuve, je m'en remets pas. Oui. Je m'en remets pas. Mais elle est partie avec quelqu'un d'autre? Non, je crois pas. Non, elle vit toute seule, oui. Non. Elle est partie parce que vous ne voyez peut-être pas assez, vous êtes trop dominant. Non, c'est vrai que mon changement de travail avait fait que je travaillais beaucoup, oui. Que j'étais peut-être pas facile. J'avais besoin de dormir en arrivant. Hein. Oui, bien sûr. Oui. J'avais pas envie de faire beaucoup de choses. Bonjour monsieur. Ouais. Alors voilà, ça c'est donc la dépression de Gérard, donc, que je tire d'un reportage de France 3. C'est-à-dire la dépression phénoménale, celle qui, sans mauvais jeu de mots, hein, mais la dépression qui se voit, c'est l'équivalent ontologique du vélo. C'est-à-dire, on la voit, c'est ce qu'on vous perçoit, ça a sa structure propre, ça a des éléments qui sont en interrelation les uns avec les autres. Alors, ça a un agencement plus complexe que celui d'un vélo et auquel on ne comprend pas forcément tout et surtout pas en quelques secondes de vidéo de journalistes. Mais quand même, quand on voit la dépression de Gérard, quand on voit ce qu'il en dit, on comprend ce dont il parle, on comprend les relations entre les éléments qui constituent sa dépression. Ça a une intelligibilité réelle pour nous qui partageons avec Gérard la socialité de l'humain contemporain français. Contemporain français, hein, c'est important les trois. Alors maintenant, voilà l'épisode dépressif du DSM-5. Alors l'épisode dépressif du DSM-5, tel que vous le voyez là, c'est davantage l'équivalent ontologique du tas de pièces que du vélo. En ce que les éléments que vous voyez, qui en constituent les symptômes, sont juxtaposés en tas, sans connexion entre eux. Mais le fait est que le DSM ne prétend pas que ça, ce soit la dépression, ne prétend pas que le syndrome soit la dépression. Le syndrome, tel qu'on le voit, ne serait que la manifestation visible de la dépression. C'est-à-dire que, si je poursuis ma métaphore cycliste, ce que le DSM prétend, c'est qu'il y aurait, derrière la manifestation phénoménale du vélo, telle qu'on pourrait la voir sur une photo de vélo en mouvement, donc là on devine quelque chose, mais il y aurait derrière ça un vrai vélo. Donc ça, s'agissant du vélo, personne n'en doute. Mais un vélo auquel on n'aurait pas accès, mais dont on pourrait connaître la logique interne par l'investigation scientifique, et en particulier statistique, qui nous permettrait de mettre en relation les éléments observables de plus bas niveau auxquels on aurait directement accès. Sauf que, si je me fie aux éléments individuels qu'on voit directement observables là, puisque c'est ça qui est requis par les modalités d'opérationnalisation du DSM, bah là je vois 4 trucs. Je vois en gros 2 cercles, un trait et une forme noire. Et ça je sais, parce que je sais ce que c'est qu'un vélo, c'est les 2 roues, le guidon et la selle. Et certainement les dénotations nouménales de ces 2 phénomènes, de ces 4 phénomènes, participent certainement du vélo, du vrai vélo, et donc de ces corrélations phénoménales et de ces mouvements, mais ça participe quand même bien peu, c'est-à-dire que si je regarde les relations entre le guidon, la selle et les roues
je vais pouvoir établir des corrélations entre ces 4 éléments et puis regarder comment ça expliquerait peut-être le mouvement du vélo. C'est ce que les statisticiens appellent la proportion de variance expliquée ou coefficient de détermination. Mais on suppose là que ça va expliquer quand même très peu, parce qu'on a oublié beaucoup de choses. On a oublié le cycliste, on a oublié la pente, on a oublié le vent, on a oublié le pédale, on a oublié énormément de choses. Donc ça va expliquer un peu du mouvement du vélo, mais pas beaucoup. Donc la proportion de variance expliquée, c'est un indicateur simple et qui est assez intuitif à comprendre. Donc c'est pour ça que je vais m'y attacher un petit peu, mais j'ai besoin d'un petit détour un peu technique quand même. Donc je vais me limiter à la présentation de corrélations linéaires simples, mais c'est pareil pour des cas plus complexes. Alors, si vous vous en souvenez, le coefficient de détermination, c'est le carré du coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation qu'on note classiquement R. Ça date de la classe de première. Donc R, ça exprime la force de l'association, de la covariation entre 2 séries de données. Quand les séries sont très peu associées, ce qui est le cas ici, on a R qui vaut à peu près 0. Les points sont totalement dispersés, on ne peut rien déduire de la connaissance de l'un sur ce qu'est l'autre. Quand c'est un peu plus associé, R augmente et on a ce genre de choses. Quand c'est encore plus associé, R commence à valoir proche de 1 ou de moins 1 selon la pente, et on a des points qui sont très associés, et la droite commence à nous prédire Y en fonction de X. Bon. Et dans ce cas-là, le coefficient de détermination, R carré, commence à s'approcher également de 1. Donc c'est le pourcentage de variance expliquée. Alors, on a vu précédemment que la taille d'effet d'une intervention, ça pouvait s'exprimer sous la forme d'une différence standardisée des moyennes, dite d de Cohen. Mais on utilise aussi d'autres indicateurs, dont le coefficient de corrélation, mais également l'odds ratio, qu'on utilise beaucoup en épidémiologie pour exprimer la force d'une association entre les caractéristiques de 2 variables binaires. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents indicateurs, l'odds ratio, le coefficient de corrélation et le d de Cohen, peuvent s'exprimer les uns dans les autres. Voilà par exemple une table qui vous permet de calculer R, l'odds ratio et le coefficient de détermination en fonction du d de Cohen. Vous avez ici les formules à droite, peu importe. Sur ce tableau de correspondance, vous avez 2 lignes qui sont mises en évidence. C'est la ligne qui correspond à d égale 0,2 et la ligne qui correspond à d égale 0,5. Alors j'ai mis ça en évidence parce que ça correspond à 2 publications très importantes, récentes. Alors, vous avez la première, 0,2, ça correspond à un odds ratio de 1,44. Ça veut dire que l'intervention correspond à un R carré de 1%. Ça veut dire qu'elle explique 1% de la variabilité des résultats. Sur la deuxième ligne, 0,5, vous avez un R carré à 6%, ça veut dire que l'intervention explique 6% de la variabilité des résultats. Bon. Concrètement, qu'est-ce que ça nous dit? En 2003, Caspi avait publié dans Science, donc avec un très fort niveau de légitimité, un article qui démontrait le rôle d'un polymorphisme du gène du transporteur de la sérotonine comme modérateur des relations entre les événements de vie et la dépression. Vous voyez ici le résumé que je vous laisse éventuellement découvrir. Mais surtout, bon, le résultat essentiel, c'est que ça disait, dépendant du fait qu'on ait le gène pour un transporteur faible ou fort de la sérotonine, on a plus ou moins d'impact des événements de vie négatifs sur la dépression. Bon. C'est un article qui fait énormément de bruit, déjà parce qu'il est publié dans Science. À ce jour, vous avez 5500 citations de cet article dans Publish or Perish. Et en gros, c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrivait à montrer vaguement une relation entre un gène et un trouble mental. C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit. Mais en 2009, une méta-analyse de Rich et de d'autres collègues, dans le JAMA, donc également très fort niveau de légitimité, mais un peu moins quand même, une méta-analyse donc rassemble beaucoup d'études sur le polymorphisme du gène du transporteur de la sérotonine et montre qu'en fait, il n'y a aucune relation entre le fait d'avoir un transporteur faible ou fort et le fait d'avoir ou pas un impact d'événements de vie négatifs sur la dépression. En fait, le seul élément important, c'est le nombre d'événements de vie négatifs. Alors,
Au-delà de ce qui se joue là, c'est-à-dire l'importance relative des gènes et des événements de vie dans la dépression, parce que c'est de ça qu'il est question, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la taille des odds ratio. Et quand vous regardez ici donc ces schémas, vous avez en bas donc l'odds ratio avec 1 au milieu. 1, c'est quand il n'y a pas d'effet. Ces odds ratios sont extrêmement faibles. Ils sont extrêmement faibles à tel point que même l'association entre les événements de vie négatifs et la dépression ne correspond qu'à un odds ratio de 1,4. C'est ce que j'avais souligné dans le tableau de conversion. 1,4, ça veut dire que ça explique presque rien de la variabilité. 1%. Un odds ratio à 1,44, c'est 1% de la variabilité expliquée. Pour obtenir ce résultat, il a fallu, ce que vous voyez ici encadré en rouge, plus d'une dizaine d'études qui ont rassemblé plus de 14 000 personnes. Donc il a fallu rassembler 14 000 personnes pour expliquer 1% de la variance de l'influence d'un facteur sur la dépression. Je ne vous donne pas les prix des études. Donc, le résultat est quand même d'un intérêt un petit peu nébuleux, bien que ça ait nécessité 14 études et 14 000 personnes. Et donc, en gros, avec ça, qu'est-ce qu'on comprend de mieux sur ce qu'est la dépression par rapport à ce qu'on en comprenait tout à l'heure en écoutant Gérard? Pas grand-chose. Alors, peut-être que si on regarde l'efficacité des traitements, on en apprend davantage. Alors, l'efficacité les traitements dits antidépresseurs datent des années 50, donc l'iproniazide et l'imipramine. Et en 2004, les principaux psychiatres de l'hôpital Sainte-Anne, qui ne sont pas tellement suspects d'être antipsychotropes, écrivaient dans un article paru dans l'Encéphale, plus de 35 ans après, aucune molécule, même les plus récentes, ne peut revendiquer des propriétés antidépressives supérieures à celles des premiers représentants, qui étaient donc les tricycliques et les IMAO. 10 ans plus tard, en 2014, c'est pareil, c'est le même constat. Donc en gros, on a 60 ans de recul sur l'efficacité des molécules dites antidépressives par rapport aux variations de l'intensité des épisodes dépressifs qu'elles sont supposées engendrer. Qu'est-ce qu'on a appris durant ces 60 ans? Eh bien, vous avez 3 méta-analyses qui sont sorties dans les 10 dernières années et qui ont fait une synthèse de toutes les études d'efficacité des antidépresseurs. Ce qu'on voit ici, c'est, donc avec les triangles, vous avez les groupes traités, et, avec la ligne rouge, vous avez les groupes traités, oui c'est ça, et les triangles, et la ligne pointillée, vous avez les groupes placebo. Et ce qu'on voit en bas, c'est le score de sévérité initiale sur l'échelle de Hamilton. L'échelle de Hamilton, c'est une échelle de mesure de l'intensité de la sévérité de la symptomatologie dépressive, dont les scores vont entre 0 et 50. Et là, ce que vous voyez, c'est que c'est seulement à partir d'un score de 28, donc déjà des dépressions très sévères, que vous avez un écart de 0,5 de D de Cohen entre le groupe traité, les groupes traités et les groupes placebo. Donc ça veut dire seulement sur les dépressions très sévères, vous avez une efficacité qui correspond à un écart de 0,5 de D de Cohen. Si vous vous souvenez, ça fait 6% de la variance expliquée. Et en équivalent point absolu sur l'échelle de Hamilton, ça fait entre 3 et 5. 3 et 5 points sur une échelle qui en comprend 50 et qui comprend 3 questions sur le sommeil. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe quoi qui vous fait dormir un peu mieux va avoir 3 points d'efficacité sur les scores de dépression. Donc, alors, ça c'est la méta-analyse de Kirsch. Elle a des petits problèmes méthodologiques, bon, peu importe. Vous avez une méta-analyse qui suit quelques années après, qui est beaucoup plus solide méthodologiquement, de Fournier, qui dit exactement la même chose. Bon. En gros, ces résultats, si on les ramène à une corrélation linéaire simple, pour se représenter ce que ça veut dire en termes de puissance explicative, ça fait ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez en bas le traitement, et en ordonnée, vous avez la variation de la symptomatologie dépressive. C'est-à-dire qu'en gros, le traitement explique quasiment rien de la variation. Donc en gros, 60 ans de travaux sur les molécules antidépressives, ça nous a permis de parvenir à un traitement qui explique 6% de la variabilité du syndrome dépressif lorsqu'il est très sévère, et rien sinon. Alors, juste une petite aparté, c'est que
si on le sait, c'est quand même grâce au DSM. C'est-à-dire, c'est quand même parce qu'on a une définition claire de l'épisode dépressif majeur qu'on a pu faire ça. Parce qu'avant, quand on avait autant de définitions des troubles qu'on avait de cliniciens ou d'études, on ne pouvait pas comparer les efficacités entre elles. C'est aussi pour ça que cette mythologie de l'efficacité des traitements antidépresseurs a pu perdurer aussi longtemps. Et c'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément si important que ça de dénoncer l'influence de l'industrie pharmaceutique. Parce que quand vous regardez ce genre de résultats, en étant un peu paranoïaque, on va supposer que les 60 ans d'études ont été totalement biaisés vers le haut par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'en vérité, ces résultats sont très surévalués. Mais même en surévaluant les résultats pendant 60 ans, tout ce qu'ils ont réussi à produire, c'est un D de Cohen de 0,5. Donc quand même, ça nous informe simplement en regardant les études elles-mêmes sur l'efficacité des traitements, en sachant que c'est probablement une surévaluation de l'efficacité. Donc on peut aussi dénoncer leur influence en allant regarder comment ils font pour influencer en sous-main, mais bon, ça suffit de regarder les résultats qu'ils produisent pour comprendre que si, comme vous le disiez, ou comme c'était dit ce matin, 80% de la prescription de psychotropes est assurée par des généralistes et que nombre de patients reçoivent des traitements antidépresseurs alors que le rapport bénéfice-risque est clairement défavorable, c'est pour des raisons effectivement liées à peut-être une utilisation insuffisante de la lecture des études scientifiques qui sont pourtant largement disponibles et facilement accessibles. Alors finalement, pour en revenir au thème central de mon intervention et pour aller vers la conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces analyses et des résultats de ces résultats s'agissant des choix théoriques et méthodologiques du DSM-5 ? En gros, s'agissant des résultats empiriques, que j'ai illustrés là sur le cas simple de la dépression, mais c'est pareil pour les autres troubles, en gros, le constat il est relativement simple. 30 ans de DSM semblent n'avoir permis aucune percée scientifique ou thérapeutique majeure, bien que le DSM ait été conçu dans le but avoué de faire progresser la recherche scientifique et la thérapeutique. Alors on pourrait dire, oui, mais en fait, c'est parce que ça n'a pas été assez utilisé. Donc si ça avait été plus ou mieux utilisé, on aurait mieux réussi. Si vous faites une recherche sur PubMed avec DSM comme mot-clé, vous remontez 40 000 articles. Donc le problème n'est pas que le DSM n'est pas utilisé. Le DSM est utilisé aujourd'hui. Dans toute étude scientifique sur les troubles mentaux, vous avez un diagnostic DSM. Pareil, vous avez la courbe de progression des publications, elle est sans ambiguïté aussi, à partir de 1994. Par ailleurs, on pourrait dire, oui, mais vous avez pris des exemples sur la dépression, et peut-être que la dépression, c'est un problème qui a été sous-étudié. C'est tout l'inverse. La dépression, c'est le trouble paradigmatique. L'OMS nous dit en permanence que c'est la quatrième, bientôt deuxième charge de morbidité dans le monde. C'est l'un des troubles les plus travaillés. Et de fait, si vous cherchez Major Depressive Disorder comme mot-clé dans le DSM, vous remontez 24 000 articles. Et là encore, la courbe de progression des citations, elle est sans ambiguïté. Donc, nonobstant tous ces investissements, les progrès sont extrêmement faibles. Alors, comment on peut expliquer ça ? Je ne vais pas donner la solution magique, il y a beaucoup de raisons différentes. Mais quand même, on peut suggérer une hypothèse en relation avec la question des choix théoriques et méthodologiques du DSM. L'hypothèse, ce serait que l'option néopositiviste initiale du DSM, assortie du primat absolu de la fidélité sur la validité et d'un opérationnalisme extrêmement peu rigoureux pour le choix des observables de premier niveau et pour le niveau théorique immédiatement supérieur des définitions polythétiques des troubles, tout ça, ça a mené à une définition des troubles mentaux qui se rapproche davantage de ce vélo phénoménal en mouvement à 4 éléments que je vous ai montré, plutôt que de la table périodique des éléments de Mendeleïev qui, elle, découpe vraiment la nature à ses articulations. Et donc finalement, si on suit cette hypothèse, il n'y a pas tellement de mystère à ce que le fait de rechercher des corrélations sur des construits théoriques, c'est-à-dire les troubles mentaux
qui sont aussi peu valides fournissent des corrélations aussi peu convaincantes et aussi peu utiles. Et si jamais ça devait persister pour la recherche en psychopathologie dans cette voie, et c'est ce à quoi nous invite l'American Psychiatric Association en ne changeant rien dans le DSM-5, finalement, on pourrait guère que continuer à faire ça, c'est-à-dire en gros à ordonner par ordre d'efficacité les thérapeutiques et les facteurs associés dans le minuscule espace qui nous est laissé pour ça par les critères polythétiques du DSM, qui finalement découpent arbitrairement le réel sans tenir compte de ces logiques de fonctionnement. Donc, si ça devait être le cas, je pense que ça continuerait d'être problématique. Donc, ça me paraît essentiel de travailler sur des pistes alternatives à cette approche du DSM. Et très certainement, ce type de colloque est un des lieux pour y réfléchir. Et je remercie à nouveau les organisateurs de nous offrir cet espace pour y réfléchir. Et